Bonsoir et bienvenue sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Jeudi 5 mars, Nord Politique à Douai. Ce soir, 10 jours avant le premier tour des élections municipales. Une émission en spécial débat avec 4 des candidats douaisiens en plateau. Frédéric Chéreau, le maire sortant, Thierry Tesson, député du Nord, Colin Creil et François Guiffard. Je présenterai les candidats bien évidemment dans un instant. Ils auront la parole pendant un petit peu moins d'une heure, 56 minutes ensemble pour présenter vos programmes et vos idées pour Douai. 4 invités ce soir, mais il y a 8 candidats déclarés à Douai, 8 listes avec également, je me dois de vous les présenter, Stéphanie Stiernon pour les écologistes, Franz Quatrebeu, Divers Centres, Eva Rétor de l'extrême gauche et Patricia Boulan de la France Insoumise. Les présentations sont faites. Je dois aussi vous préciser les thématiques retenues pour ce débat. Ce soir, nous parlerons des responsabilités du maire, mais plus largement même de sécurité et de cadre de vie, d'attractivité commerciale, d'éducation et des services publics. Plus quelques questions, disons, politiques pour terminer les alliances éventuelles. Le second tour, voire le troisième tour, avec la responsabilité de l'agglomération du Douaisis, c'est également important. On verra ça en fin d'édition. D'abord un tour de table pour faire les présentations et pour connaître ces 4 candidats ce soir. La parole au maire sortant peut-être pour commencer. Frédéric Chéreau, conseiller municipal depuis 2008, maire depuis 2014. Pourquoi vous présentez, vous, pour un troisième mandat ? Parce que l'énergie est là, parce que l'envie est intacte, parce que j'ai une très belle équipe et que je veux capitaliser sur l'expérience acquise pour continuer le travail engagé et mener de nouveaux projets. À côté de vous, Thierry Tesson, député de la 17e circonscription du Nord depuis 2024 pour le Rassemblement National. Même question, ou question peut-être un peu différente. Pourquoi, entre guillemets, abandonner votre mandat de député pour celui de maire ? C'est un projet personnel que j'ai construit depuis longtemps. Je suis député, c'est vrai, donc le cumul des mandats, quand je vais prendre la mairie, m'obligera évidemment à quitter l'Assemblée nationale, mais aussi à défendre ma ville. Nous avons mis en place une liste de coalition, donc à la fois des gens du Rassemblement national, mais aussi de l'UDR, mais aussi des personnalités sans étiquette. Il faut une rupture dans la ville, je pense que c'est le moment ou jamais. Colin Creil, vous êtes conseillère municipale d'opposition depuis 2020. C'est votre deuxième campagne à Douai. Vous aviez fait 30% au second tour en 2020. Pourquoi recommencer cette aventure ? Parce que je veux réveiller la belle endormie qui est Douai. En tant que douaisienne de naissance, aujourd'hui, je ne reconnais plus ma ville. Et je sais qu'avec l'équipe qu'on a construite, qui est très compétente, on aura cette capacité à la réveiller. Et puis à vos côtés, pour terminer, François Guiffard, vous aussi conseiller municipal d'opposition depuis 2020. D'abord la France Insoumise, aujourd'hui sans étiquette, vous conduisez cette liste citoyenne. Et pourquoi vous présentez aujourd'hui ? Bon, d'abord la France Insoumise, ça fait 8 ans que je ne suis plus adhérent, mais j'assume totalement le parcours qui est le mien. J'avais suivi un homme que les Douaisiennes et les Douaisiens connaissent bien, qui s'appelle Marc Dolé. Et justement, moi je crois que pendant très longtemps à Douai, il y avait un consensus entre un homme de gauche, Marc Dolé, et puis le maire honoraire aujourd'hui, Jacques Vernier, plutôt de droite. Et je pense que j'incarne cette liste aujourd'hui de rassemblement dynamique. Je suis un vin d'osier, je suis né, j'ai grandi à Douai, donc j'ai envie également de réveiller cette belle ville. Allez, je le disais, on a un peu moins d'une heure pour détailler vos programmes, vos idées sur 3 thématiques. Et la première concerne la sécurité. Il faut bien l'avouer pour nos téléspectateurs, vous le savez, c'est pas forcément une compétence majeure aujourd'hui des municipalités, mais c'est quand même la préoccupation principale des citoyens aujourd'hui. C'est ce qui ressort de la plupart des enquêtes d'opinion. Alors que peut faire le maire aujourd'hui pour, disons, rassurer ses habitants ? Il y a la police municipale, les caméras de surveillance ou encore l'éclairage public. D'abord, une première question, elle est dans tous les esprits. Vous en avez déjà débattu sur la police municipale à Armé. Vous êtes 3 à être d'accord, le seul qui n'en veut pas, c'est vous, Frédéric Chéreau. Vous maintenez cette position, pas d'armement létal de la police municipale. Vous faites bien de préciser l'adjectif, parce que la police municipale de Douai est armée, évidemment. Un tonfa, c'est-à-dire une grande matraque, une gazeuse, ce sont des armes. Mais la doctrine d'utilisation d'une police municipale, surtout en journée, n'est pas celle d'une police nationale. Nous sommes d'abord une police du contact, une police de l'îlotage à froid, qui va voir les commerçants, qui va dans les écoles et qui doit maintenir le contact avec la population. Aujourd'hui, la police municipale de Douai a l'équipement nécessaire pour cette mission-là. Elle est parfaitement équipée, parfaitement formée, parfaitement organisée et avec des effectifs qui sont au standard des villes de notre strate. Mais vous savez très bien que pour les citoyens aujourd'hui, quand on parle d'armes, c'est une arme à feu. Celle-là, vous ne voulez pas ?
Quand on parle d'armes, il faut parler de toutes les armes. Les armes à feu ont une doctrine d'utilisation extrêmement précise. Elles ne doivent pas être sorties n'importe comment. Et je pense, moi, à ce jeune policier de Valenciennes qui a tiré, il n'y a pas longtemps, sur un homme et qui est aujourd'hui retiré de la police municipale de Valenciennes. Il y a une enquête sur lui, au-delà du poids sur ses épaules, du geste qu'il a accompli et sur lequel, moi, je ne suis pas en position de le critiquer. Mais c'est un moment pas facile à vivre pour lui. Ce que je veux dire, c'est que il y a un travail en commun à faire entre une police nationale qui n'a pas les mêmes responsabilités, qui n'a pas les mêmes équipements et qui est la première garante de la sécurité publique, et la police municipale qui est dans un rôle complémentaire, un rôle de contact à froid, un rôle de remontée d'informations. Nous travaillons très bien ensemble aujourd'hui et il ne faut pas oublier la deuxième jambe sur la tranquillité publique et celle de la prévention. C'est très important. Empêcher à un moment notamment que des gamins fassent des mauvais choix, tombent dans la délinquance, accompagner les parents, encadrer les jeunes, proposer des solutions pour les garder dans le droit chemin, ça c'est ce que nous faisons et c'est indispensable. Thierry Tesson, en lisant les programmes, c'est votre priorité? Tout à fait. La sécurité, Absolument. doublement des effectifs de police municipale armée notamment. Vous souhaitez passer quoi, de 25 agents à 40? Oui, c'est-à-dire de retrouver le standard que nous défendons, c'est-à-dire un policier municipal pour 1000 habitants. Je donne toujours ce chiffre, 43 000 habitants à Valenciennes, 50 policiers municipaux. Alors j'ai entendu Frédéric Chéreau présenter son analyse concernant l'armement de la police. Je pense qu'il faut aujourd'hui avancer, c'est-à-dire la prévention, certes il faut en faire, mais si on regarde les résultats de la délinquance à Douai, nous sommes dans les plus hauts niveaux du département, on ne peut pas continuer comme ça. Alors est-ce que l'armement va régler le problème? Peut-être pas, mais vous savez qu'une police armée, alors là, avec de l'armement létal, hein, comme la police nationale, évidemment formée, etc., on n'est pas complètement irresponsable sur ce sujet, loin de là. Ça permet, un, de protéger les citoyens, et deux, ça permet de protéger l'agent lui-même. Alors, Frédéric Chéreau a parlé de cet exemple malheureux de Valenciennes. Attendons que la justice se prononce. Et l'autre élément, c'est Saint-Étienne en novembre 2024, où un policier municipal armé a sauvé une dame qui faisait l'objet d'une attaque au couteau par un individu qu'il fallait maîtriser. Donc, je pense que l'armement de la police est un sujet aujourd'hui qui est énormément débattu. Je pense qu'il faut avancer parce qu'il y a un moment où les délinquants, ils doivent avoir un peu peur de la police. Colline Creil, pour vous également, priorité sécurité, renforcement des effectifs de police municipale et armée. Armée, exactement. Alors pour plusieurs raisons, hein, parce que aujourd'hui on souhaite mettre en place une brigade de nuit. C'est ce qui est demandé et souhaité à la fois par les habitants, par les commerçants aussi. Si on veut mettre en place une brigade, par exemple, jusqu'à 2h du matin, c'est indispensable qu'elle soit armée, parce que forcément, elle fera face à des délits, à de la délinquance qui sera beaucoup plus importante qu'en journée, et elle a besoin d'être armée. D'autant plus qu'on souhaite aussi développer une police pluricommunale, donc avec les communes voisines. On voit aujourd'hui sur le Douaisis, par exemple, à Lambre-les-Douais et à Saint-Lenoble bientôt, et à Coincy actuellement, les polices municipales sont armées. Donc si on veut développer cette pluricommunale, on a besoin qu'ils soient tous au même niveau d'équipement. Donc pour nous, c'est effectivement indispensable. Et dernier tour de table concernant la police municipale armée, c'est un peu plus nuancé pour vous, François Guiffard? Oui, c'est plus nuancé, mais sur ce sujet comme sur tous les autres, moi je veux du bon sens avant d'être sur de l'idéologie. Tout à l'heure, vous évoquiez d'ailleurs les taux de délinquance, monsieur le député, sur Douai, en disant qu'ils avaient augmenté. À Hénin-Beaumont, c'est le cas également. Vous voyez, donc ce n'est pas forcément en raison de l'étiquette politique que cela se joue. Moi je veux du bon sens, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la question qui nous est posée, c'est de savoir s'il faut augmenter donc le nombre de policiers municipaux. La réponse est oui. S'il faut les armer davantage, la réponse est oui. Mais je vais être très précis sur la réponse qui sera la nôtre. On peut aller sur des pistolets à impulsion électrique. Voilà, un armement qui soit progressif, un armement qui soit formé. Oui, en gros, c'est l'équivalent. Alors, Taser est une marque, c'est la raison pour laquelle j'ai prononcé le mot. Oui, tout à fait, vous avez raison, exactement. Et puis, à mon sens, c'est également une politique qui repose sur un triptyque républicain sur lequel je crois beaucoup, de la prévention, parce que c'est la mère des batailles, des éducateurs, des services publics qui fonctionnent, des associations qui sont aidées. La dissuasion, là également, on veut proposer une brigade de sécurité nocturne, et enfin de la répression, parce qu'en effet, si on ne sévit pas, cela continuera. Pour rester avec vous, la création de la BIP, brigade d'intervention de proximité, c'est quoi ? Et ça coûte combien? Alors, la BIP, l'idée c'est de mettre en place 5-6 agents au départ qui soient là pour réagir. On veut de la réactivité très vite, qui puisse être joignable soit via le téléphone, soit via une application mobile. Vous avez un mur qui est tagué, vous avez un mobilier urbain qui est défait, vous avez un trottoir qui est cassé également. La BIP doit pouvoir intervenir très rapidement, très concrètement. C'est la promesse que nous faisons. Et je pense que c'est nécessaire aujourd'hui de la réactivité. C'est déjà le cas. Réagir ?
C'est le travail quotidien de la police municipale. Je donne juste un chiffre. La police municipale a procédé à 95 arrestations en 2025 avec des personnes remises à la police nationale. Nous sommes capables de réagir en moyenne en 2-3 minutes. Ce sont les chiffres de la moyenne de notre police municipale. Donc aujourd'hui, la BIP, en fait, c'est toute la police municipale et c'est déjà le cas. Moi, je parlais plutôt du cadre de vie à ce moment-là sur la BIP, pas de la police municipale. Voilà. Question, cette police municipale armée, vous l'avez budgétisée? Absolument. C'est à la ville de payer seule 1 million. Puisque là, pour l'instant, il y a 24 agents, donc il en faut 16 de plus, tout ça avec l'équipement. Bon, en gros, on est sur 1 million d'euros. Bien sûr qu'il faudra les trouver dans le budget. On a des postes qu'on peut probablement réduire pour trouver des marge de manœuvre, pour pouvoir le financer. C'est une obligation absolue, c'est une attente de la population. J'entends Frédéric Chéreau disant que tout va bien. Quand vous vous baladez dans la rue, que vous interrogez les Douaisiens, je peux vous assurer que c'est pas du tout la perception qu'ils ont. Il suffit de regarder, un de vos concurrents qui s'appelle, ou de lire La Voix du Nord, et tous les jours, on a quand même des faits de violence qui laissent quand même pantois. Dans le même registre, les caméras de surveillance ou caméras de vidéoprotection, selon les doctrines, effectivement. Colin Cray, vous souhaitez un centre de supervision urbain, c'est-à-dire que vous aussi, vous souhaitez plus de caméras? Alors, non seulement il en faudra plus, mais surtout, il faut des caméras qui fonctionnent. Aujourd'hui, c'est pas le cas. On a un parc de caméras assez vieillissant, et il y a certaines caméras aujourd'hui, quand on demande à les consulter, on ne voit pas ce qui s'y passe et on ne peut pas résoudre certaines affaires. On le sait très bien. Le centre de supervision urbain dont vous parlez n'est pas le centre de supervision urbain que nous, on envisage. C'est-à-dire un vrai espace dédié avec des opérateurs, pas des policiers municipaux derrière l'écran, parce qu'un policier municipal, il doit être sur le terrain, il ne doit pas être derrière l'écran, ça doit être des opérateurs qui sont formés à ça. Quand on visite le centre de supervision urbain d'Arras, on voit bien comment ça fonctionne et que ça fonctionne très bien. C'est le cas, ouais. Nous, c'est ce qu'on souhaite. Mais c'est vraiment utile les caméras ou c'est surtout pour rassurer finalement, sans protéger, mais en fait ça n'empêche pas non plus un délit. Tout à fait, alors ça rassure. Maintenant, on voit mal un délit se faire sous des caméras, donc les gens savent que c'est surveillé, vidéoprotégé, surtout qu'il y a des caméras qui sont efficaces et des opérateurs qui sont derrière les écrans en temps réel. Ça réduit quand même fortement. Quand on voit les chiffres des crimes et des délits à Douai, on est en effet à plus 9%. Valenciennes, on est par exemple à moins 8%. À Arras, c'est pareil. Donc on voit bien que ça fonctionne. Là où on en met, ça réduit. Ça ne va pas tout arrêter, on est d'accord. Mais par contre, ça va fortement réduire, ça c'est certain. Pour aller plus loin, il le faut, ce centre de supervision urbain, ces caméras, vous êtes... Oui, moi je crois que Mme Cray vient de dire quelque chose de tout à fait juste à l'instant, c'est-à-dire qu'il nous faut un centre de supervision urbain, mais les caméras n'empêcheront jamais les crimes et délits de se faire, enfin soyons réalistes là-dessus, c'est un effet potentiellement dissuasif, mais moi je crois beaucoup à la présence policière. Je me permets de rajouter 2 éléments. Le premier, c'est que quand on veut créer une brigade de sécurité nocturne, c'est également, vous savez, pour raccompagner par exemple, à tout hasard, un groupe de femmes qui sortiraient de cafés, de restaurants à une heure tardive. Les agents municipaux ont aussi cette vocation à rassurer par leur présence d'une part, et d'autre part je voulais mentionner qu'aujourd'hui un des défauts de notre police municipale, c'est que son effort a beaucoup été concentré sur les PV de stationnement, donc un peu moins de PV de stationnement et un peu plus de sécurité aux abords des écoles et des commerces. Juste pour terminer sur les caméras de surveillance avec vous, peut-être Frédéric Chéreau, parce qu'il faut le dire, ça plaît pas mal quand même aux citoyens aujourd'hui, d'autant qu'on peut largement les subventionner. Je crois que le maximum possible, c'est jusqu'à 80% de subvention. Plus maintenant. Ça dépend jusqu'à de 50 à 80% de subvention. Donc en gros, ça coûte pas très cher à la ville. Pourquoi alors? C'est pour ça que nous avons un des plus grands parcs de caméras de surveillance du département, de la région. Nous en avons 188, donc 150, dont 150 reliés au centre de supervision urbain, qui correspond exactement à la description de Mme Cray. Ce ne sont pas des policiers municipaux qui sont devant, mais des agents spécialement formés pour ça, qui sont là toute la journée. Il n'y en a pas... Si, cette semaine, il y en avait une en panne, mais je pense qu'à la date où je vous parle, elle est réparée. Nous avons installé récemment des caméras Dôme 360 degrés. Nous avons installé des caméras à lecture de plaques, et ces caméras de surveillance ont généré plusieurs centaines de requêtes par la police nationale et le parquet. Nous continuerons à déployer ce parc parce qu'effectivement, ça fait partie d'un dispositif nécessaire, mais comme le dit François Guiffard, c'est totalement complémentaire de la présence sur le terrain. Et je rassure François Guiffard, les PV de stationnement qui permettent de libérer des places en centre-ville pour les visiteurs, ce sont des ASVP. Les policiers sont tous et toutes sur des missions de police. Et c'est les Douaisiens qu'il faudra rassurer, je pense. Pour finir peut-être avec vous, Thierry Tesson, centre de vidéosurveillance, mais aussi lutte contre les rodéos.
pas se cacher, on est ici dans la métropole lilloise où on enregistre, on en a aussi beaucoup, malgré des politiques depuis plusieurs années. On n'a pas l'impression qu'on a les moyens d'empêcher ces rodéos urbains quand même. Oui, on a toujours les moyens. Vous savez, l'État, contrairement à ce qu'on croit, et les municipalités aussi, ont quand même un certain pouvoir. On voit bien que là, on est sur un débat, on est dans l'idéologie, là, vous voyez. On va plutôt insister sur la prévention, plutôt la répression. Moi, je pense qu'il est temps de venir sur la répression. Je pense qu'il est temps de sévir. Je suis quand même toujours frappé. Enfin, vous parlez par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai vu une dame, elle m'a abordé, puisqu'elle savait que j'étais candidat et que je suis en même temps député. Elle m'a dit, vous voyez, moi, je ne veux pas sortir après 18h dans la ville. Et quand j'entends une dame qui me dit ça, je me dis, là, il y a quand même un sacré sujet. Et si on fait la même chose qu'avant, c'est ce qu'on nous propose là, eh bien, ça restera comme c'est-à-dire on n'aura pas de solution. Alors, vous parlez justement de sortie nocturne, si on peut dire ça comme ça. L'éclairage public, ça a été mis en pause, on va dire. En tout cas, il a fallu faire des économies à un moment donné à Douai comme ailleurs. L'éclairage public, c'est partout, toute la nuit. Vous dites quoi, Colline Cray ? Moi, j'avais prédit que tout se rallumerait à 6 mois des élections municipales. Ça a été le cas. Nous, en effet, on n'est pas favorable au fait que les rues soient plongées dans le noir, parce qu'il y a ce sentiment d'insécurité, justement, qui ressort à ce moment-là. Et ça a eu tendance... Monsieur Chéreau va nous dire que ce n'est pas le cas, mais en tout cas, moi j'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui se sont fait braquer leur voiture depuis que l'éclairage a été éteint. Bon, je leur dis maintenant ça a été enfin remis, vive les élections. Mais nous on est plutôt favorable à transformer le parc pour que ce soit tout en LED et pouvoir faire des économies, baisser l'éclairage public la nuit à 30 ou 20%, puisqu'on n'a pas besoin d'éclairage à 100% la nuit, mais que ce soit éclairé partout. François Guiffard sur... Oui, non, mais moi je m'étais opposé également sur l'extinction de l'éclairage public la nuit. Alors je ne suis pas Madame Irma, mais effectivement tout le monde s'attendait à ce qu'aux abords des élections, à l'approche de cette échéance, la lumière fût de nouveau. Toujours est-il qu'il y a un enjeu écologique qu'il ne faut pas occulter. Donc on a besoin effectivement d'aller sur l'éclairage intelligent, par exemple l'éclairage qui s'allume au moment où on va passer dessous. Et je pense qu'il y a des politiques d'investissement qui sont possibles sur ce point. Juste une réponse peut-être de Frédéric Chéreau, vous avez rallumé il y a 6 mois ? Moi, je suis toujours heureux de voir mes opposants proposer des choses qui sont déjà faites. C'est assez rassurant. L'éclairage public, nous avons fait un énorme effort pour le passage en LED. 1 million d'euros en 2024, 2 millions d'euros en 2025, 2 millions d'euros en 2026. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous sommes à plus des 2/3 des éclairages qui sont déjà en LED, et à l'été, nous serons à 80%. Donc le travail est fait, avec déjà un bon nombre d'éclairages qui se modulent en fonction de la présence ou pas d'une personne. Même si la police nationale nous dit qu'elle ne voit pas de corrélation entre extinction et délinquance, moi je préfère que ce soit allumé. C'est pour ça que nous avons fait ce gros travail, à la fois sur les économies et sur la présence de la lumière. Merci. Un mot quand même. Allez-y. Les alliés de Frédéric Chéreau, c'est-à-dire les écologistes, moi j'ai lu très attentivement leur programme. Alors eux, ils sont pour la trame noire ou la trame sombre. Et moi je dis toujours, c'est le retour au Moyen-Âge, c'est-à-dire la grande invention de la ville au 19e siècle, ça a été les becs de gaz pour que les gens puissent justement se voir et éviter la délinquance. Et je rejoins mes adversaires, mais néanmoins amis. Si vous avez une absence de lumière, c'est évidemment un encouragement à la délinquance. Il y a des rues, quand elles étaient éteintes, je vous assure, c'est la première fois que ça m'arrivait dans cette ville, quand je suis sorti de ma voiture, j'ai éteint, c'était rue Foulques, c'était la nuit complète. C'est-à-dire, des gens venaient à moi, je les ai découverts quand ils étaient à 50 cm de moi. Et c'est pour ça que c'est rallumé et que ça le restaure. Eh ben, bravo, vive les élections. On parle de la nuit d'ailleurs, tiens, Douai, on la surnomme, et bon, c'était pas la seule, la belle endormie. C'est vrai que c'est joli, hein, je vous le disais, j'ai travaillé 5 mois là-bas il y a quelques années, mais j'en garde de bons souvenirs. Mais honnêtement, c'est pas là qu'on s'imagine aller se promener peut-être dans le Nord-Pas-de-Calais, contrairement à Arras, hein, par exemple. Je suis sûr que vous avez les arguments pour nous convaincre du contraire, ou certains veulent bien confirmer ce titre de Belle Endormie. Je l'ai dit en introduction. Oui, en effet. Pourquoi Douai, c'était pas le cas il y a quelques années. Moi, j'ai connu Douai où en effet le soir on sortait, on avait des endroits pour aller s'amuser, boire un verre. C'est plus le cas aujourd'hui malheureusement. On peut en effet recréer cette dynamique. On retrouvera pas le Douai d'il y a 15 ans, d'il y a 20 ans, ça j'en ai conscience. Mais c'est s'adapter aujourd'hui au mode de consommation et à ce qui va faire venir le monde, c'est-à-dire des terrasses, des cafés. Vous parliez d'Arras à l'instant. C'est ça qui fonctionne. Sur les places, on occupe l'espace avec des terrasses, des cafés, des brasseries, des espaces de loisirs aussi. C'est ce qui fonctionne beaucoup,
notamment à Lille des espaces qui sont repensés. Je pense notamment à la Galerie des Tanneurs qui a trouvé une seconde vie avec ces lieux de vie, de jeu et ce qu'on voudrait créer aussi à Douai pour les jeunes, pour les familles. Et c'est possible, même si Douai effectivement peut être bien ou mal placé selon les points de vue, entre les centres commerciaux du bassin minier, à quelques minutes de Lille aussi. Vous, le taux de vacances, je crois, taux de vacances commerciales, il est de 22-23%, oui. Je crois. Vous dites qu'un commerce sur 4, c'est ça, est fermé en centre-ville aujourd'hui? Oui, peu ou prou. Alors, monsieur le maire nous dira que c'est en fonction du périmètre, en fonction des statistiques, mais à un moment donné, j'ai l'impression qu'il y a un éléphant dans la pièce et que voilà, il n'est pas en capacité de le voir. Je pense que chaque Douaisien, chaque Douaisienne se rend bien compte qu'aujourd'hui cette ville a un manque de dynamisme. Alors la Belle Endormie, moi je nuancerai simplement le propos en me disant que endormie, mais pas les commerçants, pas les artisans, pas nos associations, pas les forces vives du territoire qui je pense font déjà beaucoup. Et il faut que nous, en tant que collectivité publique, on donne une impulsion, il faut des politiques de grands projets. Moi je crois beaucoup à cette création d'une halle semi-couverte sur la place d'Armes pour recréer aussi de l'animation. Je crois beaucoup à l'investissement sur les bords de Scarpe. Je crois beaucoup au fait qu'on puisse muscler les dispositifs d'aide également aux commerçants. Pensez également que sur ce mandat, nous n'avions pas d'adjoint ou d'adjointe au commerce, ce qui est, à mon sens, une hérésie. Frédéric Chéreau, peut-être la Belle Endormie, vous qui êtes maire maintenant depuis 2 mandats, vous le prenez un peu personnellement? Moi, j'ai tendance à toujours regarder le bon côté des choses. Dans votre expression, il y a un mot que j'aime bien, c'est belle. Et effectivement, Douai est une ville magnifique, une des villes les plus vertes du Nord-Pas-de-Calais, de Haute-France, excusez-moi. Une ville où il fait bon vivre, bon se promener. Et une ville 4 fleurs depuis quelques années, et ça j'en suis très fier. Endormi, non. Alors évidemment, c'est toujours ce que vont raconter tous ceux qui veulent prendre la place du maire. Mais moi, quand je discute avec les services, ils me disent, vous savez, monsieur le maire, depuis quelques années, ça devient compliqué la gestion de tous les événements qui se passent à Douai parce que vous en avez tellement rajouté, il y a tellement de choses en plus qui se passent que on commence à être au taquet en termes d'organisation logistique. Et c'est vrai que là, dans les prochains mois, vous avez la journée verte qui va arriver en avril, vous avez les boucles de Gaillan qui marchent toujours très bien quelques semaines plus tard, vous avez évidemment cette fête de la musique dont quelqu'un tout à l'heure me disait que c'était une des plus belles de la région, vous avez fin du mois de juin le plein air festival qui va arriver en plein été cette fois-ci et pas en fin août. Vous avez beaucoup d'animations et vous avez aussi des commerces et des lieux de vie à Douai. Moi, je vous encourage à aller sur la place Saint-Amé, aller au Grès qui viennent de rouvrir, aux Petits Voyageurs qui a un grand succès, à l'Espérance. Mais pour la vacance commerciale quand même. La vacance commerciale, aujourd'hui, on est un peu plus haut que la moyenne. Pas tout à fait. Je vais corriger et je vais vous dire aussi que depuis 3 ans, quand on fait les ouvertures moins les fermetures, c'est plus 45. Plus 45 commerces, alors que, et ça c'est un consultant national qui me l'a dit, nous sommes probablement la ville moyenne en France avec le plus de concurrence de périphérie, y compris cette zone du Luc ou ce bas terroir que nous avons créé à nos portes et qui sont une concurrence directe pour le centre-ville. Malgré ça, plus 45 commerces. Les commerces qui s'installent aujourd'hui, moi j'ai parfois du mal à leur trouver une cellule parce que aussi, le problème des cellules vides, c'est que quelquefois, c'est pas qu'il n'y a pas de preneurs, c'est qu'on a des propriétaires qui font pas le boulot pour les remettre en état. Le sujet, il est la vacance commerciale. Je reviens sur le sujet. En réalité, il faut sortir de la vacance commerciale un certain nombre de commerces qui sont perdus pour le commerce, un certain nombre de cellules où il n'y aura plus jamais de commerce et dans lesquelles, moi, mon projet, c'est de supprimer la cellule commerciale et de remettre des logements de rez-de-chaussée pour les personnes âgées. Des commerces qui sont dans des rues où il y a 1 ou 2 commerces et qui ne vivront plus. Quand vous enlevez ça, quand vous faites ce nettoyage, quand vous enlevez aussi les commerces qui sont en cours de réouverture, 25 pour cette année, vous êtes à 15% de vacances commerciales. Tout va bien. Moi, je dois dire un mot là quand même. Je veux bien. Alors franchement là, je ne veux pas dire qu'on est dans le déni, mais j'ai fait une vidéo. J'ai fait la rue de Belin, vous savez, vous avez été douaisien un temps, mais la rue de Belin, la rue de Paris, c'est donc la rue commerçante historique de la ville, la Belle Endormie. À une époque, on l'appelait l'Athènes du Nord. C'est une rue que vous souhaitez rendre à la circulation, je crois. Pour une part, puisque là, on a fait le constat très simple qu'à l'endroit où on a conservé, Dieu merci, je sais pas quel miracle, des endroits où on peut poser la voiture en épi et faire un arrêt pour faire une course, les cellules commerciales sont à peu près maintenues. Dès que vous arrivez, la piétonisation ?
Dès que vous arrivez à la piétonisation, alors là, il y a un paquet de cellules, et parfois des très grandes, il y a eu de Vienne, Bouchara, etc., qui ont été fermées. C'est terrible. On a compté plus de 100 cellules vides, 100. Et donc, ça m'intéresse ce que vient de dire Frédéric Chéreau, parce que un des projets simples à faire, c'est de sous-louer, bien évidemment, les baux commerciaux. C'est ce que font certaines communes. À Beaucaire, par exemple, c'est ce qui a été fait, d'aller voir, par exemple, des magasins qui votent plutôt à la périphérie et de proposer à un prix améliorer la possibilité de louer des cellules commerciales. Il y a un sacré sujet. Tout ça est très compliqué, on est d'accord. Les villes moyennes souffrent, mais la nôtre souffre beaucoup plus que ses concurrentes dans le département. Et je pense que vous n'avez pas abordé, vous venez juste de parler de la remise à la circulation de la rue piétonne, avec les précautions qui s'imposeront évidemment. Mais au-delà, il y a quand même un sujet de stationnement. Je pense que dans le centre-ville, on nous a enlevé sur les deux mandats peut-être la moitié des places de stationnement. Totalement par faux. exemple, 500 places ont disparu, je pense. C'est faux. À vue de nez. C'est Non, stationnement c'est gratuit 1 heure le samedi pour vous, Corinne Creil ou vous, François Guiffard, c'est stationnement gratuit toute la journée du samedi. Alors toute la journée du samedi, toute la journée du mercredi et 1 heure par jour Mais toute oui, l'année. c'est la base. Alors pensez-vous pour relancer? Ça peut recréer du flux, en tout cas, et faciliter, donner une lisibilité. Le problème aujourd'hui, c'est que le samedi, on va payer le matin, puis on va plus payer le midi jusqu'à 16h, puis on va repayer de 16h à 18h. C'est pas lisible, en fait, pour les visiteurs. Ils s'y perdent, ils savent pas, c'est gratuit, c'est payant, à quel moment je vais... On veut créer la lisibilité et faire quelque chose de relativement simple. Le mercredi aussi, recréer du flux en disant aux gens, venez vous stationner. Et surtout, ça permet de recentrer les ASVP sur leurs missions, qui sont les missions premières de surveillance de la voie publique. Et de pas être là à regarder qui a mis son ticket, qui n'a pas mis son ticket. Donc c'est simplifier et faire l'heure gratuite, c'est comme à Valenciennes, comme à Arras, comme ça au moins on sait... Quitte à sacrifier des revenus, parce que le stationnement... bien sûr. Mais vous êtes dans un... Je voudrais juste un mot sur ça. Attendez, M. Tesson, vous êtes un peu en avance, M. Guiffard. Ah, c'est pas vrai. Je vais répondre à votre place, vous voyez, ça ne me fera pas de mal d'écouter ce Allez-y, que j'ai à vous dire. François. Je vous remercie, monsieur Tesson. Simplement pour dire que je pense que sur ce point, précisément, il faut arrêter de voir le stationnement comme un coût, mais aussi comme un investissement. Moi, je pense qu'à Douai, c'est pas tellement de place ce dont on manque, c'est de flux, c'est de fréquentation, c'est de clientèle. Et là, on a la possibilité d'envoyer un signal vis-à-vis de l'extérieur, de se dire qu'à Douai, le samedi et le dimanche, c'est déjà effectif aujourd'hui le dimanche, c'est gratuit. On n'a pas de problème à se dire, ah mince, c'est vrai qu'à 16h30, je dois revenir place Carnot par exemple pour remettre un ticket, et je pense qu'on peut aller plus loin. 2 éléments très rapidement. Le premier, c'est que sur la semaine, on peut imaginer, en lien avec l'UCAD, l'Union du commerce et des artisans, de se dire que moyennant des achats dans des commerces locaux, on puisse avoir une réduction, voire une gratuité sur le ticket de stationnement, premier élément. Second élément, moi c'est en cohérence avec le vote que j'ai eu en conseil municipal, où j'ai voté contre la fin du principe de gratuité de la carte de résident pour les Douaisiennes et les Douaisiens, qui en fonction de la rue où ils et elles habitent, aujourd'hui se sont vus donc payer désormais le reste de l'année leur stationnement. Concernant la piétonisation, j'y reviens, vous souhaitez l'adapter, votre programme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense qu'il faut lancer une consultation vis-à-vis de nos habitants pour que ce sujet ne soit pas un sujet tabou. Moi, à titre personnel, je suis plutôt favorable à la piétonisation. Le fait est que, à mon sens, c'est un mauvais débat que nous sommes en train d'avoir là à l'instant. Pourquoi? Parce que piétoniser une rue qui est dynamique, ben, ça fonctionne. Mais piétoniser une rue qui n'est absolument pas dynamique, ça ne fonctionne pas. Donc il faut d'abord relancer la rue de Bélin, relancer la dynamique commerciale avant de faire la piétonisation. Finalement, on a fait à Douai, on a mis la charrue avant les bœufs. C'est quoi le pouvoir du maire pour faire venir des commerces? Il y a quoi? Des facilités foncières? Non, mais un mot sur ça. Ça rapporte des sous de mettre des PV et de rendre payant le stationnement dans le centre-ville. Adoptons le circuit court, c'est-à-dire que dès l'instant où vous libérez, comme on le propose d'ailleurs, nous le proposons tous, et je trouve que ça démontre que c'est une mesure de bon sens, une gratuité fera venir des gens. Et quand vous avez du stationnement payant et des PV, vous utilisez après, si je vais vite sur l'universalité budgétaire, vous utilisez cet argent pour favoriser les commerces. Mais c'est absurde, autant faire un circuit court, les gens ne payent pas, ils viennent, ils font fonctionner le commerce et tout va bien, on n'a même pas besoin de faire des aides. Bien sûr que le maire a une action sur ces aspects-là. Il y a des communes qui ont parfaitement réussi à enrayer la fin de leur commerce de détail. Il faut retenir une chose, Douai, c'est une capitale, c'est la capitale du Douaisis. D'ailleurs, ça s'appelle le Douaisis, il y a peut-être un rapport avec Douai. Eh bien, ces commerces de centre-ville ne peuvent fonctionner que si des gens de l'extérieur viennent acheter
dans le centre-ville. C'est comme ça que ça fonctionnait. Évidemment, les modes commerciaux ont changé, mais l'envie de venir à Douai pour faire des emplettes pour des gens qui habitent Quincy, Lambre, etc. existe, sans parler même des quartiers périphériques. Quand vous êtes à Frémarie, vous voulez venir faire des courses dans le centre-ville, je peux vous assurer qu'il faut pouvoir vous garer. On touche à l'attractivité, hein, finalement, donner envie de venir à Douai. À Lille, on se bat un peu pour faire revenir l'eau. À Douai, vous l'avez en plein centre-ville, la Scarpe. Est-ce qu'elle n'est pas sous-exploitée, cette rivière à Douai? Mais nous sommes en train d'y travailler. La ville a lancé depuis quelques années tout un travail pour aménager les bords de Scarpe, de l'entrée des eaux jusqu'à la sortie des eaux, et nous sommes en train de racheter tout un fronton de bâtiments sur ce qu'on appelle la place du marché aux poissons, des bâtiments qui donnent directement sur la Scarpe. Après, les deux gros sujets sur lesquels nous travaillons en centre-ville de manière très ambitieuse, nous avons, je le rappelle quand même, racheté pour 2 millions d'euros un premier îlot autour de la galerie de la Madeleine, pour 2 millions d'euros, un deuxième îlot juste en face entre les deux rues piétonnes. Pourquoi des parkings relais en centre-ville? Non, pas du tout. Les parkings, nous avons, je le rappelle quand même, 1100 places gratuites, place du Barlet, et peu de villes ont cette chance-là en centre-ville. C'est-à-dire, c'est plus de places que le nombre de places payantes dans le centre-ville. Mais ces deux îlots ont vocation à être totalement transformés. Celui de la Madeleine, ça y est, c'est parti. Il est entre les mains d'une SEM qui vient de la métropole lilloise. Malheureusement, nous n'en avons pas à Douai. Le deuxième îlot, nous allons le transformer dans les prochaines années. Et la place du marché aux poissons, l'objectif, une fois qu'on aura fini les acquisitions, c'est de permettre l'ouverture de terrasses directement sur la Scarpe. Tout ça est déjà dans les tuyaux. La machine est lancée. La Scarpe, c'est un sujet, je le disais, hein, se réapproprier l'eau en centre-ville. Est-ce que Douai n'a pas laissé passer un peu le train des guinguettes, des animations Tout à fait. Et moi, ce qui me fait sourire aujourd'hui, c'est que c'était déjà une promesse de 2014 de Monsieur Chéreau. Donc c'est très écologiste, hein, ça, on recycle les promesses. Donc en 2014, il avait déjà promis de le faire. Il a repromis de le faire en 2020, d'exploiter les bords de Scarpe. On a quand même les moyens techniques parce que c'est quand même une rivière très urbaine avec beaucoup de constructions autour. En fait, ça n'a pas beaucoup de place. Ça qui est bien. En effet, alors on pourrait imaginer les exploiter. Alors comment? Moi, je n'ai pas encore la réponse. Je pense qu'il faut lancer une étude. Ce que je regrette, c'est que l'étude, elle soit pas déjà lancée, parce qu'en effet, ce que dit Monsieur Chéreau, c'est que la ville est aujourd'hui propriétaire de la quasi-totalité de la place du marché aux poissons, sauf si on exclut les commerces déjà existants. Cette place-là, à chaque fois en conseil municipal, quand il y a eu des préemptions, quand il y a eu des achats, on a posé la question: qu'est-ce que vous comptez en faire? Quand on préempte, on doit avoir un projet. On a eu à chaque fois la réponse: on lancera la réflexion au moment où on sera propriétaire de la totalité. Et c'est ça qui est vraiment dommage. Nous, c'est ce qu'on regrette, c'est qu'il faut lancer l'étude dès maintenant pour, le jour où on est propriétaire de la totalité des bâtiments, pouvoir enfin lancer les choses et appuyer sur le bouton. Vous avez un projet, vous, qui est défini pour la Scarpe? Oui, c'est-à-dire que nous, ce qu'on veut en faire, c'est des terrasses sur l'eau, c'est des guinguettes sur les bords de Scarpe, c'est des joutes sur l'eau, c'est créer de l'événementiel, de l'animation, qui puisse nous distinguer, nous différencier de nos villes dites concurrentes, si je puis me permettre, à savoir Valenciennes et Arras, qui ne sont pas traversées dans leur cœur de ville par un cours d'eau. Mais je veux également m'appuyer sur l'expérience qui est la mienne, pardon de le répéter, mais en tant que vice-président en charge du tourisme à Douai-Aglo, nous avons développé le tourisme fluvial, déjà de façon très conséquente, avec des bateaux promenades, qui sont un succès chaque année pour la ville de Douai et qui fait rayonner donc cette belle endormie, pour reprendre l'expression qui a déjà été employée à plusieurs reprises. Un mot sur la Scarpe quand même. Oui. C'est l'origine de la ville. Tout à fait. C'est-à-dire Douai est parti de là. Alors je dois avouer que moi-même j'habite au bord de la Scarpe et je suis le seul Douaisien qui a une barque, vous voyez. Et je rêverais que tous les riverains aient des barques pour qu'on soit comme à Gand dans un espace qui est comment dire, le canal. Vous avez une vue sur la ville qui n'a absolument rien à voir avec d'autres vues qu'on peut avoir. Ça a été plutôt piéton quand même. Ça a été abandonné, Vous savez, il y a eu même une époque où on voulait couvrir la Scarpe pour mettre une route dessus. Dieu merci, ça a manqué de budget, on n'a pas pu le faire. Mais vraiment, ça c'est vraiment... Il faut retourner et regarder la Scarpe, c'était l'origine de la ville, il y a un potentiel fantastique, il y a des tas de choses à faire. C'est vrai que, vous savez, c'est là où on stockait les grains autrefois, c'était vraiment la vie de la ville, c'était là. Il faut retrouver cette dynamique. Pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt alors Il y a une chose qu'on apprend et qu'on comprend quand on est aux affaires, c'est qu'il y a des choses qui vont vite et il y a des choses qui prennent nécessairement du temps. Refaire les espaces publics, même si c'est cher, ça va vite parce qu'on est propriétaire, parce qu'on sait faire. Et ça, on l'a fait. Relancer l'animation, créer des événements, etc., nous l'avons fait. Aider les commerçants, nous le faisons. François disait, il faudrait augmenter les aides aux commerçants. Mais c'est nous qui les avons créés. Tout ce qui va vite, on l'a déjà fait. Ce qui va plus lentement, c'est quand vous n'êtes pas propriétaire. Quand il faut prendre la main complètement sur des bâtiments qui appartiennent à d'autres, où parfois la propriété est émiettée. Et quand vous le faites à 3 endroits en même temps, je les ai cités, c'est très difficile. Il faut beaucoup d'ingénierie pour ça. C'est pour ça que nous prenons un sujet après l'autre. Mais ce qui est rassurant, c'est de voir que les partenaires qui sont autour de nous, comme l'État, comme la région, comme le SCOT, nous disent « vous allez dans le bon sens ». C'est exactement ça qu'il faut faire. Ils sont à nos côtés, ils nous soutiennent.
Aujourd'hui, la machine est lancée. La Madeleine, ça va sortir dans les prochaines années. Bélin-Nord, entre les deux rues piétonnes, ce sera l'étape suivante. Et la troisième, ce sera la place du marché aux poissons. Mais nous nous attaquons au difficile. C'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas le faire. Je peux pas de répondre rapidement à ce sujet. Monsieur Chiron, en fait, ce que nous on dénonce, c'est à la fois le fait de faire l'autruche ou la tortue. C'est-à-dire l'autruche, c'est de se dire que finalement, on se ferme les yeux et on se dit, bon, je vous laisse l'expression, mais en tout cas, on ferme les yeux et on se dit que tout va bien. Moi, je pense qu'il y a deux écueils à douer. C'est toutes celles et tout ne va pas bien. Monsieur Chiron, je veux juste terminer mon propos si vous me le permettez. S'il vous plaît, monsieur. Et pas détourner le regard des problèmes. Non, mais tout à fait. Mais c'est justement ce que nous nous efforçons de faire au quotidien. Simplement pour rappeler qu'il y a deux écueils à douer. Il y a celles et ceux qui vous disent que cette ville elle est morte, qu'on peut rien en faire. Moi, je suis un battant, je suis un positif. Je crois que on a tous les atouts nécessaires pour réussir. Mais il y a celles et ceux qui sont en train de nous dire que tout va bien, qu'au fond, c'est juste qu'on a manqué de temps. Mais le temps, malgré tout, les gens, ils le regardent de près, ils défilent, la vie, elle est courte. Et je pense que ça fait beaucoup trop longtemps que cette ville manque d'énergie et il nous faut impérativement la relancer. Et simplement pour la SCARP, vous dire qu'on peut également l'utiliser d'un point de vue énergétique. Une centrale microélectrique à ce sujet, c'est une étude que nous devons lancer. La ville de Guelzin, qui est juste à côté de nous, alimente l'ensemble de ces bâtiments à l'aide d'un moulin. Pas l'ensemble. On aurait pu aussi parler de mobilité avec des vélos en libre service qui sont peut-être plus d'ailleurs du ressort de Douaisis-Aglo ou de la navette Bain-Bain, mais on va passer au troisième thème puisque le temps file. Le débat continue avec l'éducation et les services publics. Peut-être qu'on pourra remettre un peu de navette Bain-Bain d'ailleurs dans les services publics. Douai est-elle une véritable ville étudiante? Comment vivent et apprennent les petits Douaisiens aujourd'hui dans les écoles primaires? Est-ce qu'il faut faire mieux pour l'éducation et également, je le disais, pour les services publics? Le maire a sûrement un rôle à jouer en termes de mobilité. D'abord les écoles, importante responsabilité pour la ville. La question alors est pour tout le monde, mais est-ce que tout va bien dans les écoles douaisiennes? Je commence avec vous, Colline Creil. Alors non, tout va pas bien dans les écoles douaisiennes. Moi, ça fait 6 ans que je me bats pour qu'on rénove les écoles et qu'on en fasse une priorité. Nous, ce sera vraiment une priorité du mandat. C'est à la fois des économies d'énergie, c'est de l'écologie, mais c'est surtout faire en sorte que nos enfants puissent apprendre et grandir dans les meilleures conditions. Quand je vois que régulièrement dans certaines écoles, au mois de janvier, on envoie des mails aux parents pour leur dire ramenez des plaids parce qu'il fait 8 degrés dans les classes. Moi, forcément, ça me choque. Quand je vois qu'il y a des fissures dans les murs... C'était pas nécessairement à chaque fois des pannes, puis quand c'est récurrent et que c'est toujours dans les mêmes écoles, à un moment, c'est qu'il y a quand même un problème de fond. Quand j'apprends qu'il y a de l'amiante dans le carrelage, là où les enfants font leur sieste l'après-midi, forcément, moi, ça m'interpelle qu'il y a des trous dans les plafonds. Donc nous, ça sera vraiment une priorité de rénover les écoles, de mieux les isoler et aussi de les sécuriser. C'est-à-dire, on va reprendre le concept de la rue aux écoles et là où c'est possible, le temps des entrées et des sorties de classe, piétonniser ces axes-là pour permettre aux familles, aux enfants de pouvoir aller tranquillement à l'école et ressortir le soir sans craindre qu'il y ait une voiture qui passe à toute vitesse. Avec peut-être aussi des petits déjeuners gratuits. Tout à fait. À l'école. Alors moi je suis père de famille. Comment ça se passe? Les enfants ils déjeunent à 8h30? Dans les quartiers prioritaires de la ville, il y a déjà ce concept qui a été mis en place, qui est pris en charge à 100% par l'État. Alors on s'est battu pendant 2 ans pour que ce soit remis en place dans les écoles douaisiennes parce que ça avait été stoppé au moment du Covid. Je pense que c'est important. On voit souvent des enfants qui arrivent dans certaines écoles le ventre vide. Et aussi au-delà de ça, nous on veut l'étendre à toutes les écoles parce que je suis régulièrement interpellée par des parents qui me disent mon enfant de 3-4 ans, à 10h il a un petit creux. Et du coup il a un coup de mou jusque l'heure du midi au moment de la cantine. Et donc se dire qu'on pourrait peut-être l'envisager, peut-être pas nécessairement au petit déjeuner, mais en encas, pour leur permettre de retrouver un petit coup de boost le matin dans toutes les écoles de la ville pour permettre à la fois à ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir de petit déjeuner d'en prendre un et à ceux qui ont un petit coup de mou d'avoir un petit encas à 10h le matin. Petit déjeuner gratuit aussi pour vous, François Guiffard, et vous souhaitez revoir la majoration de 3 €. Oui, alors sur les petits déjeuners, une petite précision, c'est l'enseignant que je suis qui vous dira oui, il y a 2 conditions. 1, que ce soit sur la base du volontariat. Parce qu'il ne s'agit pas non plus que les enfants prennent 2 petits déjeuners, et 2, hors temps scolaire. Le temps scolaire, il ne sert pas, je suis désolé de le rappeler, il ne sert pas à distribuer des repas aux enfants, donc hors temps scolaire. Sur la question que vous posez à l'instant, notamment sur les petits déjeuners, ça me fait penser à celle de la cantine. À Douai, on sert peu ou prou 2000 repas, et je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin dans ce temps périscolaire de qualité, avec notamment des repas qui soient partagés entre nos seniors et nos enfants, avec le fait qu'on va se doter très prochainement d'une cuisine centrale, le fait que toutes les classes de CM1 ou de CM2 puissent une fois dans l'année préparer le repas pour l'ensemble des écoles, le fait qu'on puisse y avoir un plan anti-gaspillage qui soit mené à l'échelle de la cantine. Et donc la majoration des 3 €, c'est parce que en réalité aujourd'hui c'est mal vécu par bon nombre de parents qui, parce que leurs enfants sont malades ou qui, parce qu'ils n'avaient pas réservé suffisamment tôt, doivent payer le surplus, et généralement c'est toujours la classe moyenne qui paye.
C'est la majoration de la cantine. Oui, tout à fait. Tout à fait. Thierry Tesson à l'école, l'étude gratuite en primaire. Oui, l'étude après la classe. Je suis un peu un spécialiste de l'éduc, vous savez peut-être, mais... Ça veut dire que c'est pas le cas déjà, c'est pas gratuit. Alors là, en l'occurrence, bien sûr que si, dans les quartiers en politique de la ville, ça se fait. Et évidemment, il y a une étude. Moi, ce que j'appelle l'étude, quand j'étais jeune instituteur, on appelait ça comme ça. Oui, la plus grande efficacité, c'est lorsque des enseignants conduisent les études, parce que là, vous avez un lien avec la classe. Et donc, à quoi sert ce travail-là, ces études? Évidemment, pour améliorer la plus-value, c'est-à-dire les résultats scolaires. C'est quelque chose qui est extrêmement important. À Douai, nous avons beaucoup d'écoles. Il revient au maire de donner des conditions matérielles favorables. Ça a été rappelé par Madame Creil. Elle a raison, je pense qu'il y a certaines écoles, il faut absolument les rénover. Ça ne peut pas continuer comme ça. C'est une réalité. D'autres sont en bon état. Mais il y a quand même une certaine hétérogénéité dans le réseau des écoles. Vous savez, moi, je suis très intéressé par ce qui se passe dans cette ville, dans la mesure où j'en ai parlé hier, mais c'est ce que j'appelle le paradoxe douaisien. Vous avez une base relativement, dont la plus-value pourrait être interrogée, et vous avez en même temps des institutions, je parle de 2 lycées, Saint-Jean et Châtelet, plus par exemple une école d'ingénieurs qui est connue, c'est l'école des mines de Douai, et on n'arrive pas à faire le lien entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent de l'extérieur de Douai, y compris parfois très loin de France, pour intégrer Saint-Jean pour les classes préparatoires ou Châtelet pour le même objectif, et on ne profite pas de cela pour les Douaisiens eux-mêmes. Il y a une vraie question de plus-value scolaire et d'orientation, parce que l'école sert à améliorer l'orientation, l'école sert à casser l'assignation sociale. Et je trouve, je parle ça un peu en professionnel, cette question, ça c'est pas suffisant. Frédéric Chéreau, dans votre programme, l'éducation de la jeunesse, c'est la priorité, c'est la mesure numéro 1. Vous voulez des tarifs justes pour la cantine. Je crois que vous les avez baissés à 80 centimes le repas pour les plus modestes. Tarifs justes, ça veut dire quoi? Alors, on ne va pas jusqu'à la gratuité. Non, le choix, c'est ce qui est gratuit, pour certains, n'a pas de valeur. Donc on a quand même laissé un prix, 80 centimes, je dois le dire malgré tout, pour les familles les plus modestes, parfois on est capable d'offrir quand même le repas au cas par cas. Mais ça, c'est une grande fierté du travail que nous avons mené sur l'éducation depuis 12 ans, notamment avec mon adjointe Agnès de Beucler. Nous avions au début de ce mandat 1700 enfants qui mangeaient à la cantine, on est à 2000 aujourd'hui. On a même du mal à trouver de la place parfois dans certains restaurants scolaires. Nous avons créé de zéro ce qu'on appelle les ateliers du mercredi, qui accueillent des enfants sur cette journée-là. Nous avons énormément de succès dans nos centres de loisirs, petites vacances, grandes vacances. Et ce que je veux dire aussi, c'est que les enfants des Douaisiennes et des Douaisiens sont encadrés par des personnels très professionnels qui sont sur des contrats permanents à la ville pour la moitié d'entre eux. C'est-à-dire qu'on les connaît très bien, on les forme et on est sûr des personnes à qui on confie nos enfants. Ça, c'est en quelque sorte pour votre bilan, mais pour la suite, vous proposez quoi? Un lieu gratuit pour les jeunes, par exemple, c'est quoi? C'est une maison de la jeunesse? Nous avons fait une enquête auprès des jeunes, et une des demandes qui a émergé, c'est un lieu où en fait les étudiants, les lycéens puissent venir se poser gratuitement, sans avoir à consommer. Alors, pourquoi pas proposer une petite offre de snacking, mais non obligatoire. Un lieu où on puisse travailler, on puisse se détendre, en centre-ville, proche des grands nœuds de transport en commun. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait possible. Donc ce sera une des pistes de travail pour la jeunesse. Oui, évidemment, nous proposons aussi, alors ce sera peut-être pour une fois un des rares points de convergence avec mon voisin, nous proposons que la garderie du soir, l'étude du soir, soit gratuite, effectivement, avec proposition d'un certain nombre d'animations pour les enfants, de jeux, etc. L'aide aux devoirs à regarder avec attention, parce que normalement les devoirs sont interdits jusqu'en CM2, mais en tout cas qu'on puisse accueillir les enfants gratuitement le soir dans nos écoles. Vous proposez tous les deux aussi d'ailleurs une mutuelle communale. Oui, tout à fait. Pour les plus démunis, en tant que député, je reçois dans ma permanence des gens qui sont dans des situations sociales et j'allais dire de santé absolument scandaleuses. Et j'ai vu que certaines communes ont mis en place des mutuelles. Ça coûte d'ailleurs pas extraordinairement cher, mais ça permet quand même d'aider. On a quand même des gens à Douai. C'est vraiment, il y a un sujet, peut-être que vous alliez aborder cette question, celle de santé, qui est quand même une catastrophe. Il y a de moins en moins de gens qui peuvent se soigner. Et comme je le dis toujours, tout le monde paye l'assurance maladie, n'a pas le service. Alors certes, l'autre système de santé est basé sur la solidarité, très bien, mais là, on a une solidarité bizarre. Les gens payent leur assurance maladie, mais n'ont pas le service en face. Et ça, c'est un sujet, alors là, quand même, qu'il va falloir gérer. Et une mutuelle pour les plus démunis, je trouverais ça tout à fait intéressant. Retour à l'école quand même avec vous, Colline Creil. Cantine, c'était moi qui vous ai posé la question sur la mutuelle communale. Cantine plus attractive, vous voulez revoir les menus ou les prix? Alors,
Non, les prix, je suis d'accord aussi avec ce qui a été dit à l'instant sur la majoration des 3 € que nous on souhaite supprimer. Sur les prix, il faut qu'ils restent évidemment attractifs. Moi, je suis régulièrement interpellée, que ce soit par les ATSEM ou par les parents d'élèves, qui me disent les enfants ils rentrent à 4h30 et ils ont faim parce que finalement on fait des plats avec des végétaux, ce qui donne pas nécessairement envie. Alors on est à 2 repas par semaine de végétaux et c'est pas nécessairement très attrayant pour des enfants de 3-4 ans, on peut le comprendre. Donc c'est d'essayer de les rendre plus attractifs. Moi je suis DGS dans une commune, donc on est soumis aussi aux contraintes légales, mais essayer de rendre ces repas-là un peu plus attractifs pour les enfants. Et parmi vos mesures aussi, les kits scolaires fournis, ça veut dire ça, le matériel kits scolaire de fourniture scolaire offert en début d'année. C'est ça, tout à fait. Proposer des kits de fourniture scolaire, alors ça se fait dans les écoles privées déjà. Il y a des écoles publiques où on sait que c'est compliqué la rentrée scolaire pour certaines familles d'aller acheter les fournitures, ça coûte très cher. Et donc nous, ce qu'on va proposer, c'est de mutualiser et de proposer ces kits de fourniture scolaire aux parents. On a quelques minutes quand même pour évoquer les services publics, peut-être avec vous, François Guiffard. J'évoquais cette fameuse navette Bain-Bain. Oui. La développer encore, peut-être avoir d'autres idées. Ça, c'est dans le pouvoir du maire. La développer, alors ce sera toujours en lien avec les compétences qui sont partagées, notamment avec le SMTD, c'est-à-dire le syndicat mixte des transports. Je pense qu'un gros effort a été fait au moment de la gratuité des transports en commun. Moi, je fais partie de cette majorité politique qui l'a mise en place très tôt durant le mandat et j'ai fait partie des plus anciens à lutter justement pour cette mesure, donc j'en suis fier. Je pense qu'on peut aller plus loin par contre sur l'extension de certains horaires. Il y a des habitants de Dorigny, de Frémarais qui m'interpellent régulièrement en me disant le dimanche matin, le samedi soir, si on veut se rendre en centre-ville, encore une fois, si on veut consommer, si on veut profiter de ce magnifique cadre urbain, on ne peut pas. Donc là, je pense qu'il y a une négociation, une politique à mener en cohérence avec l'ensemble des élus du territoire, mais je suis convaincu qu'on va pouvoir s'entendre sur ce sujet. Thierry Tesson, pour finir avec vous, peut-être en termes d'attractivité, j'ai lu dans votre programme des lettres géantes sur la place d'Armes. Oui, c'est un clin d'œil, comment on le voit. Oui, c'est un clin d'œil. Je vais vous avouer, alors c'était extraordinaire parce que c'était clivant. C'est très intéressant quand c'est clivant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui trouvaient ça génial. C'est-à-dire vous arrivez sur la place d'Armes, qui est la grande place historique de la ville, et il y a effectivement Douai 2026, comme on a quand on arrive à Amsterdam et d'autres communes. Je trouvais que c'était intéressant. C'était un clin d'œil pour exalter un peu la connaissance de la ville, quelque chose d'un peu dynamique. On a beaucoup parlé de dynamisme et de la belle endormie. Il est temps de la réveiller. Ça faisait partie. Il y a toutes sortes de choses qu'il faut faire, évidemment, pour que cette ville puisse fonctionner. Mais c'était intéressant parce qu'à la fois, des gens trouvaient ça très bien, des gens trouvaient ça moins bien. C'était un prix dérisoire quand on voit un budget d'une commune qui doit avoisiner 90 millions d'euros. Et encore quelques minutes, mais passage obligé de toute interview politique. Peut-être le second tour déjà, à Douai comme ailleurs dans certains esprits, voire même le troisième, parce qu'il y a les compétences, on parlait de mobilité, de transport, notamment les compétences de Douai-Aglo en ligne de mire, les alliances possibles déjà envisagées. Frédéric Chéreau, vous y avez réfléchi à ces alliances pour le second tour ? J'ai dit dès le départ que, a priori, je ne partais pas sur l'idée de faire des alliances. Après ça, je serai toujours du côté de la solution face à des mouvements politiques qui sont partisans de la violence verbale ou de la violence physique. Je ne me projette pas aujourd'hui dans les résultats du deuxième tour. Il faut jouer match après match. Et aujourd'hui, je suis sur le premier tour avec l'objectif, et c'est l'appel que je fais, de rassembler le plus de voix possible sur la liste la plus expérimentée, sur une liste qui a fait ses preuves et qui présente de nombreux projets pour le prochain mandat. C'est une liste, on va dire, de rassemblement de gauche. Il vous manque quand même peut-être Stéphanie Stirnon, des écologistes. Vous regrettez son choix ? Vous l'appelez peut-être à vous rejoindre pour le second tour ? J'ai déjà appelé Stéphanie Stirnon à me rejoindre. Nous avons échangé, nous avons constaté que nous étions d'accord sur pratiquement tout. J'ai du mal à comprendre son choix et je peux vous dire et lui dire que de toute façon, et je le disais hier dans la réunion publique que nous avions, le combat écologiste, nous le mènerons avec détermination. Nous sommes totalement sur la même longueur d'onde que ce que nous avons mené de 2020 à 2026, qu'elle nous rejoigne ou pas. Et c'est qui aujourd'hui votre adversaire ? Parce qu'on regarde les législatives 2024, vous avez été battu par Thierry Tesson aux législatives il y a 2 ans. C'est le Rassemblement National, votre principal adversaire ? Le Rassemblement National est le principal adversaire de tous ceux qui sont pour la République, pour liberté, égalité, fraternité, pour l'état de droit et pour un patriotisme qui ne regarde pas vers les ennemis de la France. Non, aujourd'hui, je dois rappeler quand même qu'en 2024, j'ai battu Thierry Tesson à Douai. Effectivement, Thierry Tesson a gagné à l'échelle de la circonscription.
à l'échelle de la Premier circonscription. tour, j'ai battu Frédéric Chéreau de 7 voix. Et je l'ai battu dans certains quartiers de la ville. Alors on peut discuter. etc. Et moi je suis un républicain, je suis étonné que Frédéric Chéreau puisse Thierry dire Tesson, ça. pour vous, il n'y a pas d'alliance ou d'appel possible au second tour? Alors là, je reprends les mots de Frédéric Chéreau, je suis d'accord avec lui, chaque chose en son temps. Néanmoins, je tiens à dire une chose quand même. Nous sommes ici tous des républicains. Je salue, je le dis ici, publiquement, la courtoisie qui, pour l'instant, anime cette campagne. La qualité du débat, oui. La qualité du débat, C'est vrai. on n'est pas... Je D'accord, critique en ce qui me concerne le bilan de Frédéric Chéreau. Je ne critique pas Frédéric Chéreau. Je reconnais en lui un républicain. Je reconnais que tous mes adversaires sont des républicains. Je suis un républicain. Je suis respectueux des valeurs de la République. Et je ne mets en dehors personne dans un débat qui doit être démocratique et de respect de tout le monde. Allez, on continue d'évoquer peut-être le second tour, Colline Creil. Il y a des questions qui se posent quand même en fonction des résultats pour le second tour ou pas? Moi, je ne fais pas de politique fiction. J'attends de voir ce qui se passera au soir du premier tour. Évidemment, moi j'invite les Douaisiennes et les Douaisiens qui veulent du changement et du renouveau à Douai à voter pour notre liste. Maintenant, voilà, comme je vous l'ai dit, je ne fais pas de politique fiction. On verra bien ce qui se passera au soir du premier tour. Mais une semaine entre les deux, Ouais. c'est quand même assez court justement pour nos désalliances. Ça n'a pas eu des appels du pied parfois qui ont été faits? Vous savez, en 2020, on avait une liste au premier tour, on a eu la même au deuxième tour. On a réussi à creuser l'écart entre les deux tours malgré une faible participation, malgré un contexte très compliqué. Donc j'ose espérer qu'on creusera encore davantage dès le premier tour cette fois. Et pour continuer alors, qu'est-ce qui fait de vous une candidate aujourd'hui plus forte, peut-être plus aguerrie Plus expérimentée, ça fait 6 ans aujourd'hui que je suis en conseil municipal et conseil communautaire, que je me bats au quotidien pour les Douaisiennes et les Douaisiens. Et j'ai surtout beaucoup de personnalités douaisiennes qui m'ont rejoint depuis et qui ont décidé de mettre leurs compétences au service d'un programme ambitieux et pragmatique et réalisable. François Guiffard, vous aviez fait le choix de vous maintenir au second tour en 2020 et Oui. de siéger au conseil municipal avec une voix, enfin avec un siège, c'était Oui. le vôtre. Pas d'alliance du coup, vous resteriez sur cette position? Mais moi, je dois d'abord vous dire que dans cette élection, on a une position centrale. Non pas centriste, mais centrale. Parce que des électeurs de gauche qui pourraient voter pour M. Tesson et Mme Creil, j'en connais pas. En revanche, des électeurs de droite qui pourraient voter pour ma candidature parce qu'elle dépasse certains clivages et parce qu'aujourd'hui, je pense avoir acquis une certaine expérience en tant que conseiller municipal d'opposition et en même temps en tant que vice-président de Douaisis-Aglo, je pense que c'est possible. L'idée pour nous, c'est de créer le rassemblement sur un projet, mais un projet qui soit positif. Moi, je vais reprendre aussi les mots qui ont été dits à l'instant par M. Tesson, c'est-à-dire que Frédéric Chéreau, c'est pas un adversaire en soi, dans le sens où je ne me présente pas contre lui, contre sa personne. Je me propose pour faire autrement, faire différemment et positivement. Et je crois que c'est un temps nécessaire au moment des élections qu'on puisse sereinement se poser et proposer une alternative qui soit claire et cohérente. Ah, vous parlez de voix possible pour la droite. D'ailleurs, vous avez le soutien de Christian Poiret? Non, mais en même temps, je ne lui ai pas demandé non plus. C'est-à-dire que moi je travaille avec lui quand il est président d'agglomération et je pense qu'on a fait des belles choses dans le cadre de la majorité, mais il n'avait jamais été question d'un soutien réciproque à différentes élections. Non, Christian Poiret aujourd'hui soutient ma voisine, c'est-à-dire Madame Creil, et je le respecte totalement. Je pense que c'est cohérent par rapport à son positionnement politique. Est-ce que l'ombre du coup de Christian Poiret, aujourd'hui aussi président du département du Nord, elle plane pas un peu trop sur cette élection? D'ailleurs, pourquoi c'est pas lui pourquoi vous n'êtes pas président de Douaisis-Aglo? Pourquoi c'est pas le maire de Douai qui est président de Douaisis-Aglo? C'est une question que certains posent. Moi, ce que je veux dire, c'est que depuis 6 ans, je tends la main à Douaisis-Aglo en expliquant que notre agglomération n'existe que grâce aux moyens que les communes lui mettent à disposition. On devrait travailler ensemble. On parlait tout à l'heure d'Arras, de Valenciennes. Là-bas, la ville et l'agglomération, jusqu'au plus petit niveau des services, travaillent main dans la main sur tout en permanence. Et moi, je fais le constat que, même en ayant un vice-président douaisien à Douaisis-Aglo, certes, l'agglomération a fait des choses à Douai, mais elle fait des choses dans son coin systématiquement. Quand j'ai besoin que l'agglomération soit à mes côtés au quotidien sur le logement, elle n'y est pas. Quand j'ai besoin que l'agglomération soit à mes côtés au quotidien pour accueillir des porteurs de projets commerciaux, elle n'y est pas. Quand j'aimerais qu'on travaille ensemble et qu'on se parle pour, par exemple, réinstaller des entreprises dans Douai, l'agglomération n'est pas là. L'agglomération fait des choses, mais elle les fait toute seule. C'est pas comme ça qu'on travaille. Dans une ville où on veut avancer, on travaille ensemble, main dans la main, on se parle, on se voit, on se rencontre. Ça n'est pas le cas dans ce territoire. Je parlais de cette ombre de Christian Poiret parce qu'il est toujours là et par exemple les subventions au FIGRA qui mettent en péril certainement le festival, elles viennent quand même de la main de Christian Poiret, non? De l'agglomération, des élus de l'agglomération, c'est 15 000 €, ça représente 4%. Et celle du département du Nord? 4%. Alors, je vais parler en tant que conseillère communautaire. Je ne suis pas conseillère départementale, donc je laisserai les conseillers départementaux expliquer leur positionnement.
En tout cas, en tant que conseillère communautaire aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que les 15 000 euros qui étaient versés déjà depuis récemment, parce que ça faisait que 2 ans que c'était versé ces 15 000 euros au FIGRA, ça n'a pas empêché d'exister les années précédentes. Ça ne représente que 4% du budget. Ça coûte aujourd'hui à peu près à la ville de Douai 200 000 euros, ça lui rapporterait 58 000 euros. C'est ce qu'on a pu lire, parce que nous, ça fait des années qu'on réclame des comptes, qu'on demande qu'est-ce que ça coûte réellement et qu'est-ce que ça rapporte. On n'a jamais la réponse à nos questions. Le FIGRA, moi je ne suis pas contre, j'ai voté toujours les subventions au FIGRA. Maintenant, je suis pour aussi le fait de voir qu'est-ce que ça rapporte à la ville qui l'accueille par rapport à ce que ça lui coûte. Et est-ce que cet argent est bien utilisé et sert vraiment? On a beaucoup de structures culturelles à Douai qui mériteraient qu'on investisse aussi davantage dans des entités qui sont déjà sur place. Je pense à la bibliothèque, je pense à l'école d'art aussi par exemple, qui mériterait qu'on y investisse. Enfin, on a vraiment un conservatoire, on a des choses qui sont à Douai qui mériteraient qu'on y dépense peut-être plus d'argent. Allez, en 2 minutes, conclusion, ça veut dire 30 secondes chacun. Pour une petite carte blanche, je commence avec Thierry Tesson. Non, un mot sur le FIGRA, on l'a défendu. Alors c'est votre mot de la fin. Bon, alors je vais dire très simplement, nous représentons une alternance. Après 12 ans de mandat socialiste, dont on peut considérer qu'il est quand même en échec sur toutes sortes d'indicateurs, je pense qu'il est temps de passer à autre chose. On a évoqué là ce problème de conflit entre la communauté d'agglomération et la ville. Je pense que là, on a un sujet qui est lié parfois à cette impression d'impuissance que nous avons quand on regarde comment fonctionne la commune. Et je dis à nos électeurs, le dynamisme est de notre côté, n'hésitez pas à choisir notre liste unie pour Douai. Je le sais, c'est court, mais 30 secondes, François Guiffard, pour conclure. 30 secondes en disant peut-être aux Douaisiennes et aux Douaisiens que vous et moi, on se connaît. Je suis né, j'ai grandi dans cette ville, je suis un Vin-d'Osier, je le disais en introduction, et donc j'ai cette ville dans le cœur et je me battrai toujours pour la défendre. C'est également ce que j'ai fait à Douaisis-Aglo, puisque j'ai toujours cherché à construire des ponts, là où certains ont voulu construire des murs. Et de façon objective et cohérente, nous avons fait des choses, nous n'avons jamais autant investi sur la ville, et il le faut. Elle a besoin de se relancer aujourd'hui. Votre conclusion, Frédéric Chéreau? Écoutez, ça fait 12 ans que les Douaisiennes et les Douaisiens font confiance à une équipe sérieuse, expérimentée, solide. Notre ville est bien gérée, peu endettée, parce que nous n'avons jamais oublié que l'argent ne tombe pas du ciel. Alors bien sûr, il faut continuer à travailler sur notre centre-ville, sur les équipements pour tous nos quartiers, sur le patrimoine, sur les grands événements, mais sur tout ça, nous le faisons, la machine est lancée. Moi aujourd'hui, je veux avec mon équipe continuer à être le maire du quotidien, des services publics de tous les jours pour les familles, les aînés, les jeunes, et surtout je resterai un maire libre, présent et accessible. Et pour vous, le mot de la fin, Colline Creil? Dire qu'après 12 années d'errance, il est temps de tourner la page des promesses non tenues. Alors nous, on n'est pas là pour vous vendre du rêve, vous promettre des choses irréalisables. On est là pour vous montrer qu'on peut proposer un projet ambitieux tout en étant pragmatique et réalisable. Un projet qui est écrit par des Douaisiennes et des Douaisiens qui ont vraiment des compétences chacune et chacun dans leur domaine, et que nous sommes aujourd'hui en capacité de réveiller la belle endormie qu'est Douai, parce qu'on y croit et parce qu'on aime notre ville. Merci à tous les 4 autour de la table ce soir. Je le rappelle tout de même pour l'équité, 4 autres candidats ont déposé une liste à Douai. Il y a notamment Franz Quatrebeu, Eva Rétoré, Patricia Boulan et Stéphanie Cyrnon. Merci de nous avoir suivis sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Merci à tous les 4, effectivement, pour la courtoisie du débat. Merci à Marine Kijek pour l'édition de ce Nord Politique spécial Douai. Très belle soirée à toutes et à tous.